Convergence et révolution culturelle. Cette émission a pour mission de conscientiser les Africains, sensibiliser les Africains sur ce que est l'Afrique, les problèmes actuels de l'Afrique, mais sur ce que a été l'Afrique, l'histoire de l'Afrique, et enfin sur ce que sera l'Afrique demain, relativement aux rêves des panafricanistes. Chers téléspectateurs, bonsoir. Bien évidemment, nous sommes dans Convergence et Révolution culturelle, mais un numéro exceptionnel. Pourquoi? Parce que Alexis Bongo a sollicité un plateau spécial. Nous allons découvrir pourquoi Alexis Bongo a sollicité ce plateau spécial. Depuis un moment, nous parlons du rapatriement de la don de Lumumba, une don de Lumumba. Et cette émission, justement, est conçue pour rendre hommage à ce grand homme, Patrice Lumumba. Bonsoir, monsieur Alexis. Bonsoir, Dixon. Bonsoir, chers invités. Bonsoir. Oui, donc voilà, je ne suis pas seul. Souvent, je suis accompagné d'Alexis Bongo comme co-animateur, mais là, je suis seul comme présentateur de cette émission. Alors, Alexis Bongo, une émission spéciale, un plateau spécial. Pourquoi donc les téléspectateurs nous suivent? Ils aimeraient savoir pourquoi ce plateau spécial. Merci beaucoup, Dixon Klaus. Tous les téléspectateurs, nous les saluons, mais nous leur disons en même temps que le thème en lui-même est déjà expressif. Sanglots pour Patrice Lumumba. Sur ce plateau, nous pleurons pour Patrice Lumumba, de la même manière que Florence Soni Zaou, écrivain de chez nous, avait écrit Sanglots pour Luango. Nous, aujourd'hui, c'est Sanglots pour Lumumba, personnellement, parce que, justement, il y a des raisons de s'indigner et de pleurer une nouvelle fois Lumumba avec le retour de cette dent d'Emery Patrice Lumumba en tant qu'avocat défenseur de l'Afrique, donc président de la brigade spéciale des défenseurs de l'Afrique. On ne pouvait pas rester sans voix. Voilà pourquoi nous tapons du poing sur la table comme pour dire il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Eh bien, je viens sur ce plateau, je l'ai demandé d'ailleurs pour crier mon indignation. C'est un cri de révolte que je lance, mais après j'appelle deux poids lourds de panafricanistes à mon secours parce qu'ils peuvent voir les choses autrement. Nul n'a le monopole de la vérité. Nul ne peut prétendre que ce que lui pense être la vérité est forcément la vérité, mais en tout cas pour ma part, le fait qu'on est comme ça un jour kidnappé, démembré, donc assassiné, démembré Patrice Lumumba, qui avait ses 32 dents, parce que son assassin lui-même confirme qu'il avait une très belle denture, et qu'on nous ramène 61 ans plus tard, une seule de ces 32 dents, ça nous ne pouvons pas l'accepter. Et voilà pourquoi nous avions dit, en guise de pensée du jour, l'Afrique ne doit pas continuer à accepter l'inacceptable et à tolérer l'intolérable. Donc nous sommes ici à la recherche des 31 autres dents d'Emery Patrice Lumumba. Parce qu'il est non seulement héros national, comme on le dit en RDC, mais comme le président Denis Sassou Nguesso vient de le dire à côté de son homologue Félix Antoine Tshisekedi, Chilombo. Denis Sassou Nguesso vient de dire ce n'est pas un héros national, mais un héros continental. Donc à ce moment-là, nous ne pouvons que crier au scandale et réclamer que les mêmes assassins de Patrice Lumumba nous ramènent ces 31 autres dents. Nous en avons besoin aussi, avant de retrouver tout le corps. Alors, chers téléspectateurs, nous rappelons qu'ici, Alexis Bongo est notre invité, mais il est ici en tant que président de la brigade spéciale des défenseurs de l'Afrique. Et vous le savez bien, c'est l'avocat défenseur de l'Afrique. Monsieur Bambé, bonsoir. Ah, votre nom m'échappe, mais c'est pas grave. Monsieur Roch Nyanga. Monsieur Roch Nyanga, justement. La don de Lumumba. Une don de Lumumba en RDC. Une grande cérémonie. Dans un cercueil grand comme ça, comme dit Alexis Bongo. Monsieur Bambé,
vos impressions, votre avis. Est-ce que vous vous indignez comme Alexis Bongo, ou pour vous c'est un cri de soulagement? Non, on n'a pas à être soulagé. Je n'ai pas à être soulagé. Vous savez, on ne triche pas avec l'histoire. Quels que soient les raccourcis que vous pouvez prendre, quels que soient les contours que l'on peut emprunter, l'histoire nous rattrape toujours. Ça peut être au bout d'une journée, ça peut être au bout de plusieurs siècles. L'avantage avec le temps et la science, c'est qu'à un moment donné, le Mbongi revient toujours au centre du village. On peut le déplacer, on peut aller le cacher en forêt, on peut le mettre au bord de l'eau, on peut le mettre où on veut, le Mbongi revient toujours. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas à être soulagé, je n'ai pas à être heureux. C'est plus de la colère qui s'exprime en moi parce que, encore une fois, on se moque de nous. Depuis que j'ai ouvert mes yeux, en toute modestie, je le dis, et que je milite dans ce combat panafricaniste qui, pour moi, est sacré, il n'y a rien de plus sacré à mes yeux d'ailleurs, je vais souvent de consternation, en colère, parfois on a des moments de joie, je dis bien parfois, mais pas souvent, parce que les moments de joie sont largement inférieurs en temps comme en qualité par rapport aux moments de tristesse. Nous avons pris l'habitude de nous considérer, nous, Africains, comme un peuple de serpillères, et quand vous vous concentrez comme une serpillière, les autres vous considèrent comme une serpillière. On marche sur nous, on crache sur nous. Prenez l'exemple d'une serpillière, pour ne pas aller loin. On peut passer 10 à 10 dessus, la serpillière ne va jamais réagir. Elle ne dira rien. Absolument. Elle nous observe. On peut la prendre, la laver, elle ne dit rien. On peut l'essorer, elle ne dit rien. Elle ne dit rien. Quand on trouve qu'elle est déchiquetée, comme votre chemise la dernière fois lors de votre magnifique prestation au Centre culturel Zola, et qu'on la jette, ben elle ne dira rien non plus, elle sera remplacée par une autre serpillière. Et voilà pourquoi ces gens, là je parle de la Belgique officielle, se sont comportés ainsi, avec ce triste spectacle auquel nous nous sommes prêtés. Tout est. L'actuelle RDC, le Congo, comme disaient simplement les Belges à l'époque, fut propriété privée du roi Léopold. J'insiste, c'était une propriété privée. Comme ce portable est mien, comme ces 2 livres sont propriété de la personne qui me les a prêtés, donc nous avons des comptes à demander aux descendants de Léopold. C'est le droit. En droit, on ne peut pas échapper à ce que nos devanciers ont fait. Ce que mon père, s'il n'est plus, ce que mon grand-père, qui n'est plus, ont fait, quand ils ne sont plus là, c'est moi qui réponds en leur nom. Et si je veux me défausser, il faut que j'ai des arguments solides. Donc, un avion a été affrété, on a pris une dent sans aucune preuve que c'est la sienne, parce qu'aucun test ADN ne nous certifie, ne nous atteste que c'est la dent de Lumumba. C'est eux qui ont fait leur coup de tambouille là-bas, qui ont dit on a retrouvé une dent, et ils ont conclu, quand ils ont l'habitude de le faire, que c'était la dent de Lumumba. Et nous, comme à l'église, on nous devons dire Amen pour ne pas dire Alléluia. Bref, cet avion a pris un cercueil immense, comme on l'a dit, parce que Lumumba était grand de taille, hein, c'était un homme très grand. À mon avis, il devait avoir à peu près 1,90 m. Et cet avion est arrivé avec cette dent. Elle a fait à peu près le tour de la RDC. Pourquoi pas faire le tour de l'Afrique? Parce que l'homme est mort pour l'Afrique. Et voilà, on nous dit, bon, ce qui est fait est fait. On va regarder devant. Nous allons investir, comme d'habitude. C'est les mêmes discours. C'est-à-dire que la virgule peut être déplacée, mais ce sont les mêmes mots. Les mêmes mots. L'actuel roi de Belgique est le petit-neveu de Léopold qui avait commandé l'expédition pour avoir les 2 345 000 km² actuels que constitue la RDC. Pour faire court, Léopold a eu des enfants et le dernier roi que nous avons très bien connu, on va dire en Afrique, c'est le roi Baudouin Ier. Baudouin Ier n'ayant pas eu d'enfants, à sa mort est remplacé par son frère biologique, son frère cadet Albert II. Et Albert II a abdiqué au profit de son neveu, de son fils, pardon, Philippe. Donc Philippe est le petit-neveu de ce roi. C'est cette famille qui doit nous rendre des comptes. Pour toutes les mains coupées en RDC, pour tout le caoutchouc volé, pour tout ce qui a été volé, pour l'assassinat de Lumumba. Vous savez qu'en 2005, Rafik Hariri, premier ministre libanais, est assassiné, Jacques Chirac s'indigne depuis Paris
Et au nom de l'ONU, l'ONU va commanditer, plutôt au nom du droit prétendument international, l'ONU va commanditer une enquête pour chercher à savoir qui l'a tué. Mais c'est quand même curieux. Pourquoi on ne fait pas la même chose pour Lumumba? Nous, on veut un procès. Ces assassins, on a les vidéos, nous, on veut un procès. C'est trop facile de venir nous restituer Ils sont tranquilles, ils en parlent. Les Africains ne vont pas se contenter d'un service minimum où, vous savez, vous avez droit à un manioc qui part d'ici à là. Je donne le manioc à Dixon, va donner à Alexis. En cours de route, Dixon, il mange tout ça, il vient donner à Alexis. Alexis dit, Dieu merci, non. Dieu merci à la vue de ce dégât. Monsieur Roch, est-ce que c'est le temps de l'indignation ou le temps de faire, ou le temps de finalement calmer la tempête, tourner la page comme dit Alexis Bongo, éteindre le feu? Non, 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 on ne peut pas tourner la page. Bon, on ne peut pas être aussi content qu'on a eu la don de Lumumba. C'est la mort d'un grand personnage, c'est la mort d'une père de famille, c'est la mort d'un homme politique de la taille de Lumumba. On ne peut pas être content. Mais il y a un petit ouf de soulagement si on se place à la place de la famille. Moi, j'ai discuté avec Roland Lumumba par 2 fois, mais à ce point-là, j'imaginais ce qui était dans lui. Pour cette famille qui a jusque-là continué à pleurer son parent, et puis d'un moment à l'autre, ils ont quand même une partie du corps et qui leur permet quand même de faire, d'avoir la tombe de leurs parents pour dire que papa a été enterré là. Bon, là on peut dire quand même ouf. Mais je rejoins quand même mon doyen Obambi. Nous les Africains, nous ne devons pas être comme des serpillères. Chaque fois on commet et puis on dit bon, on va continuer, on va investir. Non. L'Europe a trop marché sur l'Afrique. Depuis l'esclavage jusqu'à aujourd'hui. Lumumba a été assassiné le 17 janvier 1961. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. Il n'y a aucun procès. Et on ne savait pas qui avait tué, qu'est-ce qu'on avait fait de lui. Vers au début des années 2000, on voit à la télé un monsieur brandir la dent, que c'était la dent de Lumumba. Et quelle était la réaction de la Belgique? Et quelle était aussi la réaction de l'État congolais? Je parle de la RDC. Bon, peut-être il y a eu des petites procédures judiciaires, on ne sait jamais. Mais de 2000, parlons de 2022, de 2002 jusqu'à aujourd'hui, 20 ans, pas de procès. Et pourtant le monsieur dit que c'est lui qui avait découpé le corps de Lumumba. Et il est resté calme, sérieux, il a son temps de faire... Il le dit fièrement. Il le dit fièrement, il assume, il est fier. Et le gouvernement, et l'Europe, qui se déclare terre des droits de l'homme, personne ne bouge. Pourquoi personne ne bouge? Parce que dans le paradigme occidental, l'Africain n'est pas un homme. D'ailleurs, à un certain moment, c'était dans les manuels scolaires, l'homme noir n'a pas d'âme. Le code noir le dit. Le code noir le dit d'ailleurs, article 44. Le nègre, donc l'esclave, était bien meuble, donc c'est comme une table. Oui. Mais si j'ai ma table, je casse, je rends compte à qui? Non, non. C'est exactement ce qui se manifeste aujourd'hui. Voyez-vous? À la place, si c'était un noir qui avait tué un blanc, on serait où? Prenons les cas. À l'époque de Mobutu, l'ambassadeur Ramazani. Ramazani Baya. Sur la route de Nice. Voilà, voilà. Il avait persécuté. Il avait percuté un enfant. Un enfant, sa voiture. Oui. Et quel était le sort? On a levé l'immunité diplomatique. Le monsieur a répondu. Diplomatique. Le monsieur a répondu. Il avait été jugé. Il a été jugé, condamné. Jugé et condamné. Mais pourquoi? Un ambassadeur. Pourquoi jusque-là, les bourreaux de Lumumba sont libres, tranquilles, juste de leurs droits, et comme si rien n'était? Non. L'Afrique doit se mettre debout. Dans les années 2000, au début des années 2000, on parlait de 17 morts, de 17 présumés. Aujourd'hui, on parle de 2 qui sont encore en vie. Mais pourquoi la justice belge ne bouge pas? Pourquoi on ne les arrête pas? Pourquoi on ne les arrête pas? Et pourquoi l'Union africaine, à un moment, peut s'asseoir pour dire, bon, attention, nous on avait un fils digne qu'on l'avait tué. Pourquoi il n'y a pas de procès? Mais il n'y a pas que lui. Ounyube. Au Cameroun, on l'a tué. Pas de procès. Pas de procès.
procès. Donc on va continuer toujours, on va continuer à tuer, non, on va investir, non, non, ça c'est des discours bidons. Les Africains doivent se mettre debout, doivent se réveiller et on doit revendiquer jusqu'à ce que la justice de Lumumba soit faite. Il y a encore 2 qui sont encore en vie. Oui, Alexis Bongo. Il y a encore 2 qui sont en vie, qui sont encore 2 de ces assassins qui sont encore en vie, donc rien n'est perdu. On peut mettre la main sur eux. Et de la même manière qu'on nous a ramené une dent symbolique, comme pour dire que c'est la dent de Lumumba, là encore on a des doutes énormes comme ça. Au moins les assassins, eux, si on les juge, là c'est clair, net et précis, l'Afrique pourrait s'en réjouir. Alors je vais dire une chose, Lumumba fut, ou était, ou est, a une relation familiale avec les siens. C'est un de leurs parents, on ne refuse pas. Il est papa, il est papy, pour les uns et pour les autres. Hein? Donc ce que Roch Nyanga vient de souligner, bon, pour la famille qui a trouvé qu'il fallait quelque chose de symbolique, nous sommes d'accord pour la famille. Mais ici, nous ne parlons pas de n'importe qui. Hein? Et puis, nous osons, et l'avocat défenseur de l'Afrique le dit, sous le contrôle de Bamé Gakoso Roch Nyanga, nous osons dire à cette famille-là, que nous respectons, hein, que ce cercueil grand comme ça, qui ne contenait qu'une dent, nous espérons qu'il n'ait pas contenu en même temps de l'argent invisible. C'est-à-dire qu'on n'aura pas acheté cette famille pour ce cinéma-là. Hein, on respecte la douleur de la famille, tout ce qui s'est passé de façon solennelle, on ne dit pas non, mais l'Afrique a déjà trop souffert pour accepter l'inacceptable, tolérer l'intolérable. Vous vous imaginez, on assassine quelqu'un de dimension continentale qui milite pour la liberté de l'homme noir, la liberté de l'Africain, la liberté du Congo, et on nous ramène une dent. Le président Tshisekedi l'a d'ailleurs dit, merci à la famille qui a joué et qui a lancé le processus. Ça veut dire que c'est même pas l'État congolais. Voilà encore. Voilà encore. Et c'est grave. Où est la place de l'État? Parce qu'il était Premier ministre. Mais comment? Bon, ça c'est la famille. Maintenant, que dit l'État congolais? Que disent les Africains? Tous les chefs d'État, tous les dirigeants africains. C'est ça la problématique. Mais nous sommes venus ici aussi pour que les uns et les autres suivent au moins les éléments que nous avons apportés. On parle de Lumumba. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous avons parlé de la responsabilité de l'Europe. Et la responsabilité de l'Afrique aussi est grande. Ah. De l'Union africaine. La pourchasse de Lumumba était faite pas par les Européens. C'était des Noirs qui étaient, c'était les Congolais. On s'est servi de ses propres frères pour le traquer. Bon, on ne peut pas dire on s'est servi. Ils étaient là, ils ont la même culpabilité que les Européens. Oui, donc voilà. Aussi c'est pour leurs propres intérêts égoïstes qu'ils ont participé au crime. Bien sûr. Donc nous ne pouvons pas seulement indexer les Européens, nous devons aussi indexer les Africains qui ont été... Oui, mais nous devons citer Tshisekedi père. Ah oui. Non, mais parce que le document qui se balade sur les réseaux sociaux, jusque-là, nous nous interrogeons, est-ce que c'est un vrai ou un faux? Alexis Bongo, je peux vous dire ceci. Tshisekedi père a fait partie des jeunes hommes à l'époque, parce qu'il était jeune. On dit qu'il était ministre de l'Intérieur à l'époque. Mais pour ceux qui aiment les chiffres, il est né en 1932. Donc c'est un jeune diplômé en droit, l'un des rares de l'université locale. Et il avait fait partie des gens qui avaient combattu Lumumba pour que Lumumba disparaisse de la surface de la terre. Sauf que l'histoire est écrite par les hommes, pour les hommes, mais à un moment donné, je l'ai dit, l'histoire, on peut prendre des raccourcis, on peut prendre des contours. Mobutu, on sait quel rôle il a joué dans l'assassinat de Lumumba. Oui. Mais en 1966, Mobutu déclare Lumumba héros national. Héros national. Et les chanteurs, les grands chanteurs du Zaïre, en fait de la RDC, du Congo de l'époque, Congo-Kinshasa de l'époque, se sont même mis à chanter parce que ça devient Zaïre en 71. Bon, parce qu'à un moment donné, on essaie de suivre le vent. Dans l'action de Sapi. Exact. Donc, du côté des nègres, nous avons Mobutu, qui dans la tombe est à Rabat, cimetière catholique. Nous avons Tshisekedi père, on connaît l'issue. Ces deux ont joué un rôle important. Nous avons Albert Kalonji. À l'époque, ce monsieur, qui est un Luba, était pour la partition du Congo. Il fallait la Kata Congo Ndambo. Lui, il allait avoir son état. Parce qu'il faut comprendre, en politique, comme
dans tous les domaines, si vous ne vous intéressez pas au fonctionnement du cerveau, vous aurez du mal à comprendre les choses. Quand on dit qu'on nous divise et autres, mais on ne nous divise pas comme ça en nous divisant. Il y a des promesses qui sont faites. Oui, bien sûr. Quand on dit, on lui avait promis qu'il aurait un État dont il serait le président, l'État Luba. Peut-être l'actuel Katanga, peut-être un peu plus. Et c'est pourquoi Kalondi aussi s'était battu pour que Lumumba soit tué. Et il y a un quatrième que je vais citer, Moïse Kapenda Tshombe. Lui aussi, il a comploté. Donc il y a 4 grands acteurs. Mais vous oubliez Kassavou? Bon, c'est pas que j'ai oublié, je voulais parler de lui un peu plus tard, donc si vous anticipez. Kassavou aussi, il a contribué. Oui, ces gens... Donc vous n'allez tout de même pas nous dire ici que ce sont les nôtres, eux-mêmes qui avaient trompé la main. Allons doucement. L'abbé Défroqué Fulbert Youlou, de ce côté-ci, avec Radio Makala, avait aussi contribué. Oui, bien sûr. Lumumba meurt, avec Radio Congo. Communiqué et autres. Et Moïse Kapenda Tshombe lui avait remis de l'argent pour service rendu. Et aujourd'hui, j'ai découvert dans un document très précieux. Ça, c'est grave. Aujourd'hui, j'ai découvert dans un document très précieux, un livre d'ailleurs, écrit par un témoin, que la réunion au cours de laquelle le transfert de Lumumba devait faire de Léopoldville à Lubumbashi, oui, la réunion a été tenue au Congo et à Pointe-Noire. Voilà. Eh oui. Ah oui. Vous voyez, au niveau de l'Afrique, ici on peut fouiller, on peut trouver des coupables ici, au Congo, en Belgique, aux États-Unis, mais dans d'autres pays africains où il y avait les nègres de maison comme chef d'État. Voilà, mais donc ça justifie le fait, Dixon, que nous disons ici qu'on ne peut pas comme ça là dire ok c'est bon. Non, c'est trop facile. Non, ça c'est trop facile. Et puis vous savez le discours qui s'ensuit, bon mais normalement ça vient pour normaliser les relations entre le Congo et la Belgique. Mais les criminels d'ici et de là-bas, ils ont des comptes à rendre. Ils ont des comptes à rendre. C'est-à-dire que c'est vrai que tout homme est homme, mais je suis désolé d'être aussi cynique. On n'assassine pas un Premier ministre comme on va assassiner M. Ndabé Gakoso au coin de la rue. Moi, je ne suis rien. Mais Lumumba était quasiment chef d'État. Chef d'État, bien sûr. Constitutionnellement reconnu. C'était lui qui devait conduire la politique du gouvernement du Congo. Et il n'aura pas le temps de le faire. 30 juin, il est Premier ministre. Quelques semaines après, c'est fini. Non, pas quelques semaines. Le 30 juin tombe un jeudi. Vendredi, c'est le repos. Les gens, les officiels, les repartent dans leur pays. Lundi, ils commencent le boulot. Et lundi, c'était le 4, non? Lundi, ça devait être un 4. Et puis, 2 jours après, 3 jours, c'est les émeutes. C'est les émeutes qui commencent. Le gars n'a pas eu le temps de s'asseoir et mettre au point. Il n'a pas eu le temps de s'asseoir, ce monsieur. On a tout dit sur lui. Ils ont tout raconté. La CIA assume. C'est-à-dire... Oui, Larry Delvin, il assume. Larry Delvin, il assume que nous devions éliminer ce monsieur. Et ils le disent sans embâche. Et les Belges, il y a un autre qui avait dit, j'ai participé... Non, mais les dirigeants africains le savent. Écoutez, si moi je le sais, si le pauvre Bamenda Gakoso le sait, ce Belge dit, il avait insulté mon roi. Mais quand vous suivez le discours de Lumumba le 30 juin à Bruxelles, où elle insulte. Et pourtant c'était juste une réponse légale. C'est tout. Parce que déjà, c'est normal. Déjà, président. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Quand Lumumba était encore, il n'était pas encore chef d'État, il était militant, un politicien. Qu'est-ce qu'il disait? Il voulait pas avoir une indépendance donnée comme un cadeau. Évidemment. Et le gars a milité. Il était à Bandung, il était à Accra, il a fait des meetings, il a pris des risques, il s'est séjourné en prison 2 ou 3 fois. Voyez-vous? Et le jour de l'indépendance, c'est un roi qui dit que l'indépendance est un cadeau de la bienveillance de la couronne. Les gens voulaient qu'il accepte ça. Ah non. Ah non. Mais puisque nous parlons de ce fameux discours du 30 juin, nous allons diffuser ce discours du 30 juin. Pour que les téléspectateurs aient un aperçu de l'homme dont on parle. Patrice. Congolais et Congolaises, combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960
une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Car cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, ni les Congolais d'un de ces noms ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n'avons mélangé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Cette lutte qui fit des larmes, des feux et des sang, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une lutte noble et juste, une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Ce qui fit notre sort à 80 ans de régime colonialiste. Nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Quand nous avons connu le travail harassant, exigé en échange de salaires qui ne nous permettaient ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir au matin. Alors, c'était là le fameux discours de Patrice Lumumba le 30 juin. C'était déjà quelle année, s'il vous plaît? 1960. 1960, voilà. Alors, Alexis Bongo, réaction. Oui, c'est-à-dire, je parle sous le contrôle des historiens, là, des disciples de Théophile Obenga. Ces deux-là sont des disciples de Théophile Obenga, tout comme moi. En fait, on a ici sur ce plateau des disciples de Théophile Obenga, n'est-ce pas? Et donc Théophile Obenga, comme il nous a toujours dit, il faut de la légitimité, de la compétence pour affirmer des choses et de l'autorité, n'est-ce pas? C'est donc en toute légitimité, compétence et autorité que nous sommes là. Même vous d'ailleurs, vous êtes disciple de Théophile Obenga. Alors donc, sauf erreur de notre part, c'est ce jour-là, par ce discours, que Lumumba avait signé son arrêt de mort. Ce jour-là, puisque c'était le grand roi qui était arrivé, et qui prétendait qu'il venait comme ça gentiment, de façon humanitaire, gracieusement, nous donner l'indépendance, comme le stipule la pensée du jour. L'Afrique ne doit plus continuer à accepter l'inacceptable et à tolérer l'intolérable. Ah non, pendant que tout le monde était en liesse, croyant avoir vu descendre du ciel Dieu lui-même, eh bien Patrice Lumumba, il faut imaginer quel courage il avait. Oui. Je préfère que Mambé Ngaposo et Roch Nyanga viennent à mon secours. Ce jour-là, il dit ce à quoi personne ne s'attendait dans la salle. Et je pense que c'est ce jour-là qu'il avait signé son arrêt de mort. C'est lui, l'homme à qui nous rendons hommage aujourd'hui, l'homme que nous défendons aujourd'hui. Mais moi j'ai envie de vous dire, j'ai une question. Est-ce que ce n'est pas à cause de toutes ces vérités qui jaillissent ce soir, les noms que vous évoquez, ces personnes qui ont contribué à la mort de Lumumba, est-ce que ce n'est pas ses propres frères, est-ce que ce n'est pas à cause de tout ça que les gouvernements africains, en particulier le gouvernement de la RDC, ne pensent pas lancer une procédure judiciaire? Alors, on peut voir les choses sous cet angle, on peut, mais je ne pense pas que cela suffise à expliquer l'inexplicable. J'essaie de parler un peu comme Alexis. Non, moi je pense que les ressorts sont plus profonds et il faut aller
la psychologie de chacun de nous, dans la psychologie d'une certaine élite. Vous savez, je sais que je vais encore choquer mes chers compatriotes africains qui, lorsqu'ils ont un bout de papier, hein, je vais prendre ce bout de papier, un bout de papier appelé diplôme, se font appeler intellectuels. Ouais, c'est ça. Ils croient qu'ils sont plus intelligents que tout le monde. Les Africains souffrent de diplomite. Diplomite aiguë. La première plaie de l'Afrique, c'est l'élite qui a étudié. Exact. La première plaie, j'insiste, plus l'Africain étudie, plus son pays ou son continent s'enfonce. Le bon sens s'éloigne au fur et à mesure qu'on étudie. Parce qu'on étudie quoi? On n'étudie pas forcément ce dont l'Afrique a besoin. On n'est pas forcément formé par les maîtres qu'il faut. Je fais souvent sourire les gens en disant, de la petite expérience que j'ai acquise, je pense qu'aujourd'hui, on peut encore envoyer certains de nos enfants, je dis bien certains, il faut bien les sélectionner, étudier les technologies de pointe, les techniques de pointe, certaines sciences dures, si on n'a pas les moyens de le faire chez nous. Mais l'histoire, la sociologie, l'économie, sciences politiques, géographie, il faut former les gens chez nous. Parce que, je répète, quelqu'un est assassiné, hein, dans le temps actuel, quelqu'un est assassiné, tout le monde sait qu'il a été assassiné. Il n'est pas mort de mort naturelle, non. Ce n'est pas une crise cardiaque, ce n'est pas un AVC, ce qui tue à la mode là. Il a été assassiné, personne n'en parle. Maintenant, on va remonter dans le passé. Il faut comprendre que l'Afrique avait commis l'erreur de suivre un peu le monde. Le monde était divisé, ceux qui avaient suivi le pacte de Varsovie, donc avec les rouges, l'URSS et ses satellites, ceux qui avaient suivi l'OTAN, les États-Unis, avec ses satellites. Et Lumumba, malheureusement pour lui, s'est retrouvé englué au milieu des gens qui avaient déjà prêté allégeance, ou pour être précis, qui étaient les produits de l'Occident. Produits de l'Occident, là, il ne faut pas voir forcément dans le sens universitaire. Non. On peut être le produit de quelqu'un sans jamais avoir visité son pays. Exact. Parce que Mobutu, ce n'est plus un secret, était un agent de la CIA. Bien sûr. Pourtant, Mobutu est un produit de Lumumba aussi. Mais quand il y a deux forces qui sont en présence, à un moment donné, vous déposez votre semence, vous allez dormir, vous n'avez pas de contrôle sur ce qui se passe. Et Lumumba faisait confiance à son compatriote africain, en se disant, nous avons la même couleur de peau, nous avons un jeune État à bâtir, c'est l'officier le plus haut gradé de la force publique. Le même destin. Nous avons le même destin. La preuve. Alors, certains disent que c'est un jour, d'autres disent que c'est 4 jours, je n'ai pas la chronologie exacte. 1 ou 4 jours avant le putsch, Mobutu, ivre, passe à côté de Lumumba et lui dit, nous allons te tuer, nous allons faire un coup d'État contre toi. Lumumba dit, ça c'est encore Joseph Désiré, il est sous comme d'habitude, accompagnez-le pour dormir. Il faisait tellement confiance. Comment voulez-vous qu'un Mobutu, qui avait déjà prêté allégeance aux États-Unis, Tshombe, à qui on avait promis aussi un bout de terre, un bout de terre déjà. Kalondi, à qui on avait tout promis. Et Kasavubu qui avait ses ambitions du Bas-Congo. Du Bas-Congo. Bon, parce que déjà il faut comprendre qu'à une époque où Lumumba voyait l'Afrique, lui c'était la Bako, association de Bas-Congo. Oui. Et comme plus tard sur Mobutu, on aura Aliba avec Bokitu Ier, alliance des Bangala. Voilà. Avec Ekote Ngwendomé. Voilà. Les petits Biziki qui ne veulent rien dire du tout, où voilà, on veut nous réduire, alors que nous avons un continent à construire, à défendre et à rendre encore beaucoup plus beau. Oui, il y a ça, il y a cette peur. Mais je répète, la peur ne justifie pas tout. Il y a les appétits égoïstes, les appétits personnels. J'ai pris l'exemple du manioc en disant, nous sommes habitués à cela, je vous dis, voici le manioc qui doit revenir à Alexis Bongo, en cours de route, vous découpez. Mais ces gens, on leur avait promis un bout de manioc. Évidemment. On leur a dit, mais vous Tshombe, quel lien vous avez avec l'Engala là-bas en haut? Vous Kalondi, quel lien vous avez avec les Téké de l'autre côté? Mais les gens finissent par accepter ça. Nous sommes quand même sur un continent où les gens sont persuadés que moi, ma vie, mon avenir, parce que je suis Téké de Djambala, je dois jurer que par les Téké de Djambala, et ainsi de suite. Et ce syndrome-là que nous avons en nous depuis des siècles, qui continue, c'est pas demain que ça va s'arrêter. Nous avons des Youlou en puissance aujourd'hui. Nous avons des Kalondi en puissance. Il y a des hommes qui sont prêts à diviser encore nos pays. Ce que Boganda appelait hier des poussières d'État.
Et c'est comme ça qu'il appelle. Pourtant, lui, il était à la tête de Lubangui Chari qui fait 654 000 km². Donc c'est presque le double du Congo. Mais pourtant, il disait que ce sont des poussières d'État. Mais il y a des gens qui étaient prêts à prendre ces poussières d'État, à les découper encore. Donc vous voyez, donc le morceau de manioc qu'on vous donne, on vous dit non, il faut encore le découper. C'est pour aller où? C'est pour donner quoi? C'est ce genre de choses. Oui, Jackson, il faut voir la carte politique de l'Europe, du Congo belge. Il y avait deux groupes de partis. Il y a les partis nationalistes et les partis qui étaient non nationalistes, les fédéralistes. Les nationalistes, les partis nationalistes, il y en avait beaucoup, mais je peux citer le MNC de Lumumba et le Parti solidaire africain de Moulele Gizenga. Et de l'autre côté, vous avez des partis qui viennent se dire Doyen Bambi, Bako, le PNP, hein, le Parti national du progrès, hein, où on appelait le Parti des nègres payés. Oui. Jamais loin. Et des Delvaux. Tous ces gars étaient financés par la Belgique, les États-Unis et les autres. Parce qu'ils avaient intérêt. Parce que chacun avait son petit pion qu'il poussait. Parce que d'abord, que ce soit l'Europe, la France, la Belgique, tout ce monde-là, les États-Unis, ils ne voulaient pas de Lumumba parce que Lumumba voulait un État unitaire. Alors, à défaut d'un État unitaire, on va avoir chacun dans son coin, trouver là où gouverner. C'était ça le problème. C'est-à-dire que tous les Occidentaux étaient derrière les petits qu'on pouvait manipuler. Et non, contre Lumumba, ils ont fait face contre Lumumba. Bon, revenez un peu sur le discours du 30 juin. Du 30 juin 1960. Vous voyez, c'est un discours, quand je l'écoute, je vois que Lumumba avait évolué. Nous sommes en 1956. Lumumba avait écrit un livre, Le Congo, pays de l'avenir, est-il menacé? Et dans ce discours, et dans ce livre, Lumumba prenait le discours pro-colonialiste. C'est-à-dire que Lumumba n'était pas pour l'indépendance, d'abord. Dans ce livre-là? Dans ce livre-là. Il n'était pas pour l'indépendance. Pour lui, c'était un Congo où le noir pouvait cohabiter avec le blanc. Il voulait juste des réformes. Un Congo à penser. Voyez-vous, oui. Même juste quand il est parti à la conférence de Bandung rencontrer les Gaillards en 1955, à son retour, il n'avait pas changé. Mais il prend la vitesse de croisière quand il arrive au Ghana. Oui, à partir de Ghana, le discours de Lumumba change. C'est là-bas que Lumumba a parlé de la lutte pour l'indépendance. Ouais. Si vous lisez ces discours, à la fin, Lumumba dit abat le colonialisme, abat l'impérialisme. Et à son retour de cette conférence panafricaine d'Accra, Lumumba, pour la première fois, tient un meeting à la place de la Victoire, au fameux meeting, à la place de la Victoire, et il appelle le peuple à la lutte pour l'indépendance. Et pourtant, en 1956, il critiquait ceux qui parlait de la lutte pour l'indépendance. Voyez-vous. À partir de là, je vois, quand j'écoute ce discours, je crois que tout a commencé à partir du discours d'Accra, à partir de la conférence. C'est une très bonne chose. Quand il arrive à Accra et qu'il découvre de bonnes choses et qu'il change son discours, mais c'est une très bonne chose, n'est-ce pas? S'il vous plaît, à tous les deux, avant que le Roch Nyanga ne reprenne la parole, non, ce qu'il dit est très intéressant. Avant l'émission, je discutais avec une de vos collaborateurs, non, c'est pas ici, je pense que c'est ailleurs. J'étais en train de faire une petite conférence dans un cadre privé où je disais ceci. Un de nos profs à l'école d'ingénieurs nous avait dit, regardez une mouche qui vole. Vous ne verrez jamais une mouche voler comme ça ou comme ça. La mouche, elle fait ça. C'est comme une missile. Et la vie d'un être humain, c'est ça. Lorsque vous allez à l'hôpital, vous voyez les appareils qui nous semblent étranges quand on nous branche là. C'est fait ça. Quand c'est place, la mort. La pensée, c'est normal qu'elle évolue. Exact. À condition qu'elle évolue positivement. Positivement, exactement. Lumumba, il faut comprendre que à un moment donné, il est le produit de la colonisation. Bien sûr. Très peu comme instruit. Tous les intellectuels de son époque. Très peu instruit. Lumumba fait partie de ce qu'on appelle les évolués. C'est très important ce terme, cette expression. Les évolués. Les évolués. Oui. Donc, les Occidentaux, dans leur conception des choses, il y a le blanc. Emmanuel Kant avait fait la classification. Il y a le blanc. Allez, je sors toutes les étapes. C'est Gobineau, hein? Oui, c'est Gobineau. Et Emmanuel Kant aussi a fait cette classification. Et Gobineau, c'est un Haïtien qui lui avait répondu. Joseph Fontenay-Firmin pour lui dire que les races étaient égales. Mais bon.
On referme la parenthèse. Nous, donc les blancs en haut, au sommet de la pyramide. Au sommet de la pyramide. Et nous tout en bas. Et quand le disait même, bon, par pitié, on va quand même les prendre. Parce qu'on n'est pas des êtres humains. On ne l'était pas. Par pitié. Oui, non, sincèrement, par pitié, il faut quand même les prendre. Parce qu'ils ont 2 yeux, ils marchent, ils semblent un peu différents des animaux. On va quand même les prendre avec nous. Alors, les biologistes occidentaux qui se sont intéressés à nous, à étudier le crâne et tout, je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils avaient décidé que, grosso modo, il y a l'être humain, il y a l'animal. Bon, nous, on est quelque part. On n'est pas des êtres humains, mais apparemment on a quand même dépassé le stade animal. Non, il faut lire la définition du noir dans le dictionnaire, je crois que c'est le Robert je crois, du XVIIe siècle, XVIIIe siècle. Et que l'homme noir, c'est un être qui est apparemment comme un blanc. Donc il n'est pas noir, il n'est pas homme. Donc, à peu près. Mais quand même, ce n'est pas ça. Et donc par conséquent, nous sommes venus chez vous. Bon. On vous a apporté la civilisation, on vous a montré Dieu, on vous a apporté les habits, on vous a, mais on trouve que ça ne suffit pas. Donc nous allons créer la classe des évolués. Mais il y a des critères stricts pour faire partie de la classe des évolués. Hein? Voilà, l'évolué c'est celui l'évolué c'est celui qui a dépassé le stade animal, mais qui n'est pas encore un être humain. C'est ça l'évolué. Alors pour avoir le droit d'être un évolué, c'est authentique. Non, c'est authentique, hein, c'est la documentation. Les gens ont vécu comme étant des évolués. Je vais illustrer cela. Je n'ai pas d'image, mais je vais l'illustrer et chacun pourra aller chercher. Je parle du cas de la Belgique et de la France. Alors, pour avoir le droit d'être un évolué, des blancs, donc, évidemment, le sommet de la pyramide, doivent arriver chez vous. On doit voir comment vous habillez. Est-ce que vous avez quand même des cravates chez vous? Est-ce que vous avez des vestes? Ça, c'est bon. Bon, selon que dans le pays on parle un peu français ou flamand, est-ce que quand même vous parlez cette langue? Bon, ça va, bonjour, merci, au revoir, ça va, c'est déjà pas mal. Mais on doit vous voir manger. Donc, on vous voit, il n'y a pas de caméra, mais on vous voit à table. Monsieur, sa femme, ses enfants, vous devez avoir les fourchettes. Est-ce que la fourchette a été bien placée? Est-ce que le couteau a été... Tout ça, c'est bien beau. Mais on doit entrer dans votre chambre. Vous voyez l'intimité. Ah, c'est là que monsieur et madame dorment. Ça va. OK. Bon, mais quand même, essayez d'arranger un peu ici, hein, parce qu'un évolué, c'est pas comme ça. On va là où dorment vos enfants. On doit aller dans vos toilettes. Et c'est à partir de là qu'une note est déclarée, c'est officiel. Monsieur Alexis Bongo, son épouse, leurs enfants font partie des évolués. Et tous les évolués du Congo, du Cameroun, de la Lubangui-Chari, de chez nous ici, je dis bien tous, sont passés par cette étape. Il y a eu ces contrôles de part et d'autre. Ils sont passés par ces étapes et c'est comme ça que le Lumumba est devenu évolué. Mais vous savez, quand quelqu'un réussit à vous faire comprendre que Alexis, mais toi tu es plus intelligent que Dixon, tu es plus intelligent que lui, tu es plus... Il y a un complexe de supériorité qu'Alexis va créer par rapport à Dixon. C'est clair. Et Lumumba aussi est passé par là. Lumumba était comptable. Au moment où la majorité de ses compatriotes africains pratiquaient l'agriculture, pratiquaient la pêche, parce que les meilleurs d'entre nous, je le rappelle, furent tués ou déportés aux Amériques. Et Lumumba, donc, c'était tout à fait normal que jusqu'à une certaine époque, avant qu'il n'ouvre ses yeux à Accra, et il faut souligner, rappeler qu'à Accra, il a rencontré Kwame Nkrumah. Accra, c'est Kwame Nkrumah. Ah oui, Kwame Nkrumah a ouvert les yeux à beaucoup de gens. La révélation comme Obeda et Job nous ont ouvert les yeux. Bien sûr. Voilà, oui, parce que, oui, en parlant toujours de Lumumba, à Accra, lui, il rencontre Kwame Nkrumah. Et puis, à la conférence d'Accra, c'est 1940... non, 1900... C'est après Bandung. Après Bandung, 1958. Oui, Accra, c'est 58, Bandung, 55. Voilà. Pendant cette période, il y avait quand même des mouvements d'indépendance et machin. Donc, il était berné par ce mouvement. Et parlons de son titre d'évolué. Lui, il est immatriculé au registre des populations nègres, comme évolué en 1951. Ouais. Et voyez-vous, il a 26 ans. Immatriculé à Mais bien sûr. dans le registre des nègres évolués. Il a 26 ans. En 1951. Nous avons raison de nous indigner aujourd'hui. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? Alors, qui est Lumumba? Lumumba, de sa naissance, ne s'appelait pas Lumumba. Il s'appelait Isaïe. Tosoa Isaïe, quelque chose comme ça. Tout à fait. Voilà. Maintenant, il est à l'école primaire des catholiques. Exclu, parce qu'il s'est révolté trop. Il va s'inscrire à l'école protestante. Là-bas aussi, il était... En fait, le motif qui fait qu'on avait renvoyé de l'école, parce qu'il avait
identifier les fautes dans la phrase de l'enseignant à l'école. On l'a renvoyé. Il est parti à Tunda. Quelqu'un appelle Tunda. Là, il y avait une école d'aides infirmières. Arrivé là, il trouvait que le milieu était impropre avec lui. Alors, il fait son odyssée. Il va à Kamila. Et arrivé là, il n'avait pas... Bon, en fait, le voyage, je parle des détails. Il est quand même arrivé. Quand il arrive, il n'a pas le carte de séjour. Parce que dans la Belgique, dans le Congo belge, pour aller d'une région, d'une province à une autre, il faut avoir l'autorisation. Oui. Ah oui, il faut avoir l'autorisation. À l'époque coloniale, nous sommes chez nous-mêmes. Oui. Mais pour partir des plateaux, à l'autre département d'à côté, il faut une carte d'autorisation. Oui. Et quand il allait, il n'en avait pas. Mais comment on a fait pour lui donner l'autorisation de rester pendant 15 jours? Parce qu'il parlait bien français. Et vous voyez, il avait fait un concours auquel il a été admis. Donc le Lumumba a évolué. Quand il est arrivé à Stanleyville, quand il est arrivé à Stanleyville, il a créé AS, Association des évolués de Stanleyville. Donc Association des évolués. Oui, dont il était le président. Dont il était le président plus tard, en 1955, quelque chose comme ça. Et à partir de cela, il a commencé son combat politique. Et il a gagné. Parce qu'il a fait des revendications à l'endroit des autorités coloniales, il a gagné. Augmentation des salaires, accès au crédit, droit à la propriété immobilière pour les nègres. Voilà comment il a voulu. Donc, le discours de 1960, c'était un discours qui était fort et qui était une réponse valable au roi belge qui voulait croire que c'était... Il voulait faire croire que cette indépendance, c'était un cadeau. C'était un cadeau. Alors, Dixon, je crois que l'hommage à ce digne fils d'Afrique, à ce poids lourd du continent qu'est Patrice Lumumba, c'est sur 2 ou 3 épisodes que nous allons le faire. Mais là, nous touchons vers la fin de la première partie de cet hommage. Mais donc, c'est l'occasion pour nous, avec votre permission, de découvrir le deuxième élément que nous avons réservé, où Lumumba dit quand même quelque chose sur lui-même. Qui est-il? Quel est-il en tant qu'homme, en tant que combattant, en tant que nationaliste, ou bien est-ce qu'il est communiste comme les autres l'accusaient d'être? Ce serait bien qu'on puisse suivre pour qu'on analyse et puis qu'on atterrit. Justement. Je suis originaire de la province du Kasaï, que vous connaissez certainement. Et je suis président d'un parti politique, le Mouvement national congolais, qui a rapporté la victoire aux dernières élections. Je suis Premier ministre de la République du Congo, comme vous le savez. Notre gouvernement, c'est un gouvernement national populaire qui représente toutes les fractions de l'opinion congolaise, et nous luttons pour un idéal qui est la construction du Congo dans l'unité et la concorde nationale. Êtes-vous communiste, M. Lumumba? Je dois toujours rire quand on me pose cette question. Je ne suis pas du tout communiste. Vous savez qu'on m'a souvent présenté comme communiste, anti-blanc, anti-belge, l'homme qui veut détruire. Absolument pas. Je suis simplement un nationaliste, un leader nationaliste qui lutte pour un idéal. Je pense qu'à travers l'histoire de l'humanité, vous avez connu en Europe occidentale, même lors de la Révolution française, des nationalistes qui se sont mis à la tête du mouvement de libération, simplement pour que le pays accède à la liberté et à l'indépendance. Je ne suis pas du tout communiste et je ne le deviendrai jamais. L'avenir du Congo, je l'envisage dans ce sens. C'est de maintenir l'unité politique et économique du pays qui seule fera la grandeur de notre pays. Nous voulons que le Congo occupe une place prépondérante dans le cadre des États libres d'Afrique. Parce que si nous perdions l'unité du pays, c'est l'effondrement de la nation. C'est le retour en arrière. Si nous avons de grandes puissances aujourd'hui, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Union soviétique, c'est parce que ces pays sont de grands pays. Et c'est ça que nous voulons garder au Congo. Et sur le plan politique, nous voulons avoir un gouvernement central, unitaire. Et au sein de ce gouvernement central, vous avez des ministres qui viennent de différentes provinces du Congo.
et sur le plan administratif, avoir des provinces, de sorte que ces provinces vont jouir d'une autonomie administrative pour la gestion de leurs propres affaires. Et sur le plan économique, mettre en valeur les richesses du pays grâce à la mobilisation de toutes les énergies du pays. Et pour la mise en valeur du pays, nous comptons également sur le concours des autres puissances, de la Suisse, de la France, de la Belgique. Le Congo est un grand pays qui doit encore être développé. Et je pense que si nous pouvons compter sur le concours, la collaboration des autres, et tout en faisant un effort nous-mêmes sur place, nous pouvons faire du Congo dans 5 ans, dans quelques années, une puissance, une nation prospère et stable. Voilà, Lumumba disait « Je ne suis pas communiste et je ne le serai jamais ». Alexis Bongo, les téléspectateurs certainement voudraient savoir qu'est-ce que c'est le communisme, qu'est-ce que c'est un communiste. Oui, mais Dixon, ici sur ce plateau, nous sortions des sentiers battus, comme on dit. Nous voulons faire les choses autrement parce que nous nous sommes rendus compte que tout le monde avait le même discours sur les mêmes chaînes de télé, de radio, dans la presse écrite. Mais là, je pense que ce que nous sortons ici, nous sommes en train de déterrer, d'exhumer la vraie histoire qui a été enfouie. C'est-à-dire les éléments les plus importants pour nous, Africains aujourd'hui. Mais c'est une grande question, celle que vous avez posée là. Mais ce n'est pas à nous de répondre parce que nous aussi, nous avions une question à poser à nos deux experts ici, disciples de Théophile Obenga, parce que Obambeka Kosoro Kianga, en tant qu'avocat défenseur de l'Afrique, à la place de Lumumba, j'aurais dit directement, je suis communiste. Parce que moi, j'ai toujours dans l'idée que l'Afrique est essentiellement communiste, en tout cas tous les Africains. Mais d'où vient-il que Lumumba ait rejeté ça? Qu'est-ce qui a fait qu'il rejette ça catégoriquement? Je ne suis pas communiste et je ne le serai jamais, alors que le communisme, sauf erreur de notre part, pour les Africains, dans nos villages, dans nos maisons, partout, on dirait bien que nous sommes essentiellement communistes. Donc, mes frères peuvent nous expliquer pourquoi ce communisme-là, Lumumba le rejette, et c'est quoi finalement ce communisme rejeté par Lumumba? Bon, je dis tout à l'heure, à plusieurs minutes, que le monde, le sens de l'évolution du monde avait malheureusement entraîné les Africains à se diviser en deux. Parce que même ceux qui se disaient non alignés, ils avaient des tendances soit vers l'URSS, soit vers les USA. Bon. Le communisme, ça rentre dans le cadre de la guerre froide. Voilà, on est en pleine guerre froide. Faut en pleine guerre froide. Des États faibles, un continent affaibli, appauvri. On nous a dit à l'école que le communisme était le stade suprême du socialisme. Très bien. Mais le problème, c'est que si on s'arrête à cette définition, c'est un peu court. Et moi, je suis très content que vous ayez présenté les choses ainsi, parce que quand on regarde bien, l'Africain, par essence, il est beaucoup plus proche du communisme que du capitalisme. Ou ce qu'on appelle le libéralisme, évidemment. Parce que chez nous, on ne conçoit pas la vie seule. Non. La vie, c'est en commun. N'allons pas loin. Toujours. Mais regardez, vous mariez votre fille, et pourtant c'est votre fille. Mais pourquoi vous allez avertir tout le monde? Vous aurez pu appeler votre beau-fils, dire bon, fiston, en tout cas je suis content, la date est là, viens avec même 10 000 personnes, je m'en fous. Et une semaine avant, on peut appeler mes frères, mes soeurs, dire notre fille se marie. Personne ne va venir. On dit, nous on ne vient pas. Ça c'est pour le mariage. Même chose pour les obsèques. Même chose pour les obsèques. Dès que ça tombe, on diffuse l'information. Même le plus grand milliardaire. Même le plus grand des milliardaires ne peut pas oser prendre la responsabilité. Non, seul. Il diffuse l'information. Ça, c'est deux cas. On va aller au village. Celui qui pense qu'il a les moyens d'apporter l'électricité, etc., mais il ne vient pas avec ses ouvriers qui vont arriver de Kolwezi, de Pointe-Noire, de Lubomo. Il n'arrive pas à Mbekanga, il dit, je mets l'électricité. Non, il discute avec des gens de Mbekanga. Je suis votre frère, je suis votre oncle, tout ce qu'on veut. Alors, de deux choses. Où il dit, voici mon projet, où il dit, je pense ceci, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, effectivement. Mais par contre, là où l'Africain se distingue d'une partie de la doctrine communiste, c'est que il y avait chez l'Africain la notion de propriété privée, malgré tout.
Il y avait beaucoup de choses en commun. Lumbongi était un endroit commun, etc., etc. Quand on était papa, on n'était pas papa que de ses propres enfants, on était aussi papa des enfants, des frères, des cousins et autres. Mais au niveau de la propriété privée, on se distingue des communistes. Parce que les communistes, à la base, ne reconnaissent pas la propriété privée. Pour eux, l'outil de production revient à l'État. Karl Marx l'a dit, Engels l'a dit, Lénine a insisté là-dessus. Lénine également, pendant 29 ans de pouvoir, c'est la même chose. Donc, c'est sous cet angle-là qu'il faut comprendre que Lumumba ne pouvait pas adhérer à cette vision telle que les communistes la présentaient du côté de l'Europe de l'Est. Mais en Afrique, nous avons eu des gens qui ont assumé leur engagement communiste. Vous avez quelqu'un comme Majmoud Diop du côté du Sénégal, bien que musulman, ça aussi c'est assez paradoxal, il a assumé être communiste de son engagement politique jusqu'à sa mort. Il y en a eu. Mais le problème, c'est qu'avant que je passe la parole à Roch Nyanga, il faut comprendre une chose. On nous a dit que quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Aux États-Unis, c'est très simple. Il faut comprendre que communiste et diable, c'est la même chose. Ah. Oui, c'est pas compliqué. On comprend pourquoi. Oui, là-bas, communiste. On va dire clairement ces choses. Voilà. Il savait qu'en disant même oui ou je pense que c'est fini. C'est fini. À la fin même de l'émission, on tirait sur lui. Pour eux, c'est ça. On tire sur lui. Exact. La preuve en est que Mao, lorsqu'il avait chassé les missionnaires chrétiens occidentaux, les Occidentaux ont dit il est contre les droits de l'homme. Il dit ah bon, vous voulez que je les laisse? Oui. Pourquoi? Ils vont évangéliser au nom du Christ. Il n'y a pas de problème. On va faire un échange. Vous m'envoyez vos évangélistes, moi je vous envoie mes évangélistes pour prophétiser, parler au nom du communisme. Je dis, voilà, c'est le diable, on arrête. Voilà. On est arrivé à l'atterrissage. Ça sera peut-être dans la deuxième partie. Oui. Donc voilà, nous sommes à la fin de notre première partie de l'émission. De cette émission, nous rendons hommage à Patrice Lumumba. Franchement, il y a à boire et à manger. Donc nous vous invitons à suivre la deuxième partie de cette émission, hommage à Patrice Lumumba. Merci.